Bonsoir à tous. Sans plus attendre notre deuxième débat consacré à la 4e circonscription du Puy-de-Dôme. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Une campagne inédite à vivre sur notre antenne. Soirée exceptionnelle donc en partenariat avec France Bleu, Pays d'Auvergne. Bonsoir Evan Le Bastard. Vous êtes journaliste à la radio et allez m'accompagner durant la soirée. Alors avant de redécouvrir plus en détail cette circonscription, premier tour de table avec nos invités. Ils sont quatre candidats, 4 partis représentés. Ceux qui ont obtenu les meilleurs scores aux dernières élections présidentielles, législatives et européennes. La dissolution de l'Assemblée nationale a modifié les contours du paysage politique. Des alliances se sont dessinées, des positions ont été prises, parfois à la surprise générale. Un feuilleton à rebondissement, pas toujours facile à suivre pour les électeurs, surtout en cette campagne éclair. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une mise à jour est nécessaire, si vous le voulez bien. Bonsoir Delphine Lingman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la députée sortante MoDem sur cette 4e circonscription du Puy-de-Dôme. Vous briguez un second mandat. Sous quelle bannière ? Sur le MoDem, comme d'habitude. Moi, je me suis pas, j'ai pas changé. Je suis fidèle à mes valeurs du MoDem, d'un bloc central qui va des socialistes modérés jusqu'à la droite républicaine. Donc, ensemble pour la République. D'accord. Donc, c'est la majorité ? Quelle majorité ? C'est ensemble pour la Celle du président ? La majorité. Alors, il ne faut pas se tromper de débat. Ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une élection législative. Le président a été élu il y a 2 ans. Et là, nous sommes sur une élection législative. C'est le choix du Premier ministre, c'est le choix du gouvernement, c'est le choix de l'Assemblée que nous voulons faire. Donc, je suis sous la bannière majorité, ensemble pour la République. Très bien. Vous continuerez de voter les lois proposées par la majorité du président de la République ? Les lois proposées par le gouvernement. Vous savez bien qu'il y a une séparation des pouvoirs, qu'il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc le pouvoir législatif légifère et ce n'est pas le président qui propose les lois. Voilà, mais en ces temps un peu difficiles, l'étiquette macroniste est difficile parfois un peu à porter aussi. Et sur ce plateau également, Valérie Goléo, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez la candidate NUPES en 2022. Vous représentez le nouveau Front populaire pour ces législatives. Vous êtes conseillère municipale d'opposition à la ville d'Issoire et vous êtes toujours la France Insoumise. Absolument. Oui, je suis toujours la France Insoumise. Donc pour ces élections, d'abord la France Insoumise ou d'abord ce nouveau Front populaire ? Non, je suis véritablement, comme beaucoup de gens de gauche, très heureuse en fait de ce nouveau Front populaire. C'est pas le jour, c'est pas le lieu, c'est pas les temps de mettre les étiquettes en avant. Le nouveau Front populaire est là pour proposer un programme de rupture et pour réparer notre société. Donc en avant, nouveau Front populaire. Mais j'ai toujours mon étiquette LFI et ça n'empêche rien. Et face à vous, Benjamin Chalut, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le candidat Rassemblement National. Vous étiez, il y a encore peu, conseiller municipal à la ville d'Issoire au sein de la majorité de droite avec un maire LR. Vous avez été écarté depuis, alors RN-LR, comme l'accord voulu par Éric Ciotti. Quelle est exactement ce soir et pour ces élections votre étiquette ? Alors, mon étiquette, elle est Rassemblement National. En ce qui concerne la mairie d'Issoire. La mairie d'Issoire est une liste sans étiquette qui prônait une liste de rassemblement. Je me sens complètement impliqué sur le territoire, sur la ville d'Issoire, dans cette idée de rassemblement. Mais un rassemblement à droite, puisque vous aussi, vous êtes conseillère municipale, mais d'opposition. Oui, mais moi, je suis dans l'opposition. Oui, voilà. Moi, j'étais à la majorité. Voilà. Et dans cette liste de majorité, effectivement, il y avait cette idée de rassemblement municipal dans laquelle je me sens encore tout à fait concerné. Je pense que sur le point du territoire, il y a des alliances effectivement possibles. Et effectivement, comme vous venez de le soulever, le Rassemblement national a trouvé des alliés suite à ces élections européennes avec effectivement M. Ciotti qui part dans le même bateau avec nous pour gagner ces élections. Pour qu'on soit bien clair, Benjamin Chalut, depuis combien de temps vous êtes au Rassemblement national ? En réalité, j'ai jamais pris réellement d'étiquette et ça fait déjà quelques temps que je commençais à réfléchir. Parce que vu les enjeux auxquels nous sommes confrontés en réalité dans notre pays et étant le Benjamin de ce débat, à 27 ans, je suis confronté tous les jours au problème de l'insécurité, du pouvoir d'achat, etc. On aura le temps de développer les programmes de chacun juste après. À vous, Florence Dubessy, bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous représentez le parti Les Républicains, tout comme en 2022. Vous étiez également candidate. Vous êtes vice-présidente de région, déléguée au lycée et conseillère municipale LR à Issoire. Alors, vous êtes les Républicains, mais les Républicains d'Éric Ciotti ?
Lesquels républicains? Non, pas les républicains d'Éric Ciotti, les républicains des républicains d'une droite indépendante qui ne font pas d'alliance avec Éric Ciotti. Et puisque nous sommes trois Issoiriens, du coup, et puis pour clarifier peut-être ce qui se passe avec Benjamin Chalut qui a rejoint le RN, je compare ça souvent, ce qu'il a fait à une équipe de rugby dans laquelle vous jouez à 15 et puis en pleine partie, en plein match, il y a un joueur de l'équipe adverse qui se blesse et puis un de vos joueurs dit finalement je vais aller remplacer le blessé de l'équipe adverse sans avoir Vous vous sentez trahi ce soir? Vous vous sentez trahi? Voilà l'image que je donne. Donc il quitte l'équipe. C'est une trahison pour vous? Il quitte l'équipe et il en rejoint une autre. D'accord, vous ne voulez pas répondre. Merci en tout cas à tous les quatre d'être avec nous ce soir sur le plateau. Alors à quoi ressemble cette 4e circonscription du Puy-de-Dôme? Quelles sont ses particularités? Quelles communes la composent? On voit tout cela avec vous, Evan. La 4e circonscription du Puy-de-Dôme est très hétérogène. Elle se concentre sur le sud du département avec sa plus grande ville, Issoire, mais aussi Vertaizon, Sauxillanges ou Vic-le-Comte, tout en remontant jusqu'à Aubière et le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand. Du plus rural au plus urbain, donc, les habitants vivent des réalités et ont des préoccupations très différentes entre un bassin industriel fort à Issoire, ou avec la métallurgie de l'aluminium, bien sûr, et un quartier Saint-Jacques où l'actualité est parfois marquée par la lutte contre le trafic de drogue. Parmi les enjeux importants, on peut citer l'avenir du modèle agricole, la gestion de la ressource en eau, très importante, on y reviendra. Les transports sont également un enjeu majeur. Plusieurs milliers d'habitants font chaque jour le trajet pour se rendre au travail dans l'agglomération clermontoise. Selon l'INSEE, 82% d'entre eux utilisent une voiture individuelle pour faire ce trajet. Moins de 8% les transports en commun. Politiquement, la circonscription a plusieurs fois basculé de gauche à droite. Elle a été tenue pendant 20 ans par le socialiste et maire de Coude Jean-Paul Baquet avant de basculer au MoDem en 2017. Et comme ailleurs en Auvergne, le Rassemblement national est en très forte progression. Le parti d'extrême droite est arrivé en tête avec 30% des voix aux dernières élections européennes. Merci Evan. Alors on va se projeter bien sûr sur ce scrutin de 2024, mais d'abord un coup d'œil dans le rétro avec les résultats des législatives de 2022. Au second tour, Delphine Lyngmann, vous l'aviez emporté pour la majorité présidentielle avec 50,13% des suffrages contre 49,87% pour vous Valérie Goléo et la gauche de la NUPES. Seulement 116 voix vous séparaient l'une de l'autre. 2 ans après, est-ce que les enjeux nationaux, locaux ont évolué? Quelles sont les principales préoccupations des habitants et électeurs de votre circonscription? Pouvoir d'achat, agriculture, santé, énergie, mobilité, éducation, les thèmes sont nombreux. Mais la question essentielle peut-être est celle-là, comment vivre mieux, mieux vivre demain, et dans cette 4e circonscription du Puy-de-Dôme en particulier. Alors Delphine Lyngmann, vous avez siégé pendant 2 ans, on l'a dit, à l'Assemblée nationale. Comment pensez-vous aujourd'hui avoir amélioré le quotidien des habitants de votre circonscription et des Français ? Alors déjà, moi, j'ai nourri mon mandat en m'appuyant sur le territoire. J'ai été une véritable députée de proximité qui a légiféré à partir du terrain. Alors, il y a plusieurs items. Vous avez parlé de santé. Donc, on a évidemment mis en place une offre de santé de proximité. On a fait des mesures contre les déserts médicaux, mais également en termes d'éducation. Moi, j'ai eu un cheval de bataille qui est très important, c'est les écoles, la fermeture des écoles, notamment dans la ruralité, où j'ai obtenu des résultats, notamment à Saint-Étienne-sur-Usson, ou alors dans le cadre du regroupement pédagogique intercommunal Le Broc-Bergonne. J'ai fait une proposition de loi sur la laïcité dans les écoles. Sur le territoire, les enjeux de mobilité, vous les avez soulignés, sont très importants. Donc les actions se sont portées sur la ligne Clermont-Paris. Clermont-Paris, 1,2 milliard d'euros actés pour régénérer cette ligne, pour construire de nouvelles rames. Et puis, autre dossier mobilité, c'est le RER métropolitain sur lequel il n'y a pas eu d'union des maires locaux, c'est-à-dire des maires d'Issoire, de Clermont, de Vichy. Et c'est vrai que c'est dommage. Et donc, j'ai porté ce dossier, moi, à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse aider ou favoriser les transports, en tout cas, des habitants de cette circonscription. Il y a plein de dossiers. Votre bilan. On va donner la parole aux autres candidats. Valérie Goléo, parmi tous les thèmes évoqués par Madame Lyngmann, il y en a un qui vous touche en particulier? Oui, moi, ce que je retiens en fait de l'action gouvernementale
à laquelle Delphine a participé, c'est que la casse a continué, on le savait. Je rappelle qu'en 2022, sur ce plateau, je disais déjà que la dotation collectivité allait baisser de 11 milliards d'euros et que forcément, ça allait avoir des conséquences sur la vie concrète des Français sur ce territoire. Et donc, oui, un service éducatif où tous les maires sont en train, à chaque rentrée, d'essayer de sauver des classes avec, des transports qui permettent d'échapper à la voiture individuelle qui sont toujours pas là. Donc on est bien loin d'une transition écologique sur ce territoire. Et il manque cruellement en fait de médecins, de praticiens de santé. Il y a toujours autant de difficultés à trouver des spécialistes. Et quelle solution alors selon vous? Il faut installer entre guillemets de force les jeunes médecins dans ces territoires ruraux? Il faut des solutions qui ne sont pas retenues par les opposants. On a supprimé le numerus clausus pour augmenter le nombre de médecins. On va donner la parole à tout le monde. On va équilibrer un petit peu les temps de parole. Il est évident en tout cas que la politique sociale menée par Emmanuel Macron et qui découle de son idéologie libérale favorise le déchirement entre les décisions qui sont prises là-haut et la vie réelle de ce que vivent les gens au quotidien. Et la vie à Issoire aussi, vous êtes d'accord, Monsieur Chaliot, avec ce que dit Madame Gaulier? Je pense honnêtement qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, comme le disait mon prédécesseur et mon confrère dans le précédent débat, que cette élection est une élection qui nous engage sur le plan national. Et qu'effectivement, il y a des enjeux sur cette 4e circonscription qui nous engagent, nous, sur la 4e circonscription, mais qui, en réalité, en amenant le Rassemblement national à plus de 30% de suffrages aux européennes, en réalité, engage la France entière et tous les milieux provinciaux. Alors, votre priorité demain? Ma priorité aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui est une priorité qui a été déjà discutée par M. Bardella, qui a été posée sur la table. Aujourd'hui, on a un pays qui vit avec 12 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté. On a des gens qui ne peuvent pas finir les fins de mois, qui aujourd'hui baissent le chauffage en hiver parce que leur facture d'électricité a explosé. Voilà, ça c'est la réalité en réalité des gens de notre territoire. Alors quelle solution vous proposez, M. Chaliot? Mais on va vous proposer. On vous propose la TVA sur les énergies qui baisserait de 20 à 5,5, qui est une mesure d'urgence évidente, qui est une mesure mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est une mesure évidente de revoir les prix de l'énergie. Vous parliez de notre territoire sur la partie économique, par exemple, qui est, je rappelle, j'étais chaudronnier-soudeur, donc je connais quand même bien notre territoire industriel. Nos entreprises aujourd'hui, l'autre jour, je suis allé visiter un découpeur laser sur notre circonscription. Sa facture d'électricité, elle est passée de 3 000 euros à 8 à 10 000 euros par mois. Parce qu'aujourd'hui, les modalités de l'AREN et les modalités du marché européen de l'énergie que nous pouvons... Alors, votre mesure sur la TVA, qu'est-ce que ça va donner concrètement pour cet exemple? Est-ce que c'est viable? Excusez-moi, j'écoute pas ce que disent... Donc, question, vous citez cet exemple très précis avec des chiffres. Avec votre mesure sur la TVA, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Mais ça va changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, excusez-moi, je vais reprendre certains chiffres qui sont peut-être oubliés par certains... Sauf que Attendez, votre excusez-moi, leader, laissez-moi finir parce qu'on vous a déjà beaucoup écouté. Sauf que votre leader dit que tout se fera dans un second temps. Non, absolument pas. On a donné... C'est pour cet été, annoncé cet été, cette baisse de la TVA. Nous aurons une première phase dite de traitement des urgences. On va peut-être pas rentrer dans le détail parce que j'aimerais bien quand même qu'on puisse entendre Madame Dubessy. Qu'est-ce que vous avez à dire, à répondre? Comment on agit donc sur la fiscalité, les impôts? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que propose le parti de M. Chaliot et de M. Bardella? Pour cette 4e circonscription, moi je suis également très impliquée sur le terrain puisque avec mon mandat de vice-présidente à la région, j'œuvre en proximité sur cette 4e circonscription. À Issoire, on a un pôle industriel important avec des fleurons industriels comme Constellium. Et d'ailleurs, ils viennent d'annoncer
une troisième chaudronnerie qui va apporter encore de l'emploi et de l'activité économique. Alors, donc toute cette pour agir partie, sur le pouvoir d'achat, il vaut mieux aider qui? agir sur le pouvoir d'achat. Les entreprises? C'est ou créer de les salariés? l'emploi, c'est baisser toutes les charges pour que les chefs d'entreprise puissent rémunérer leurs salariés et donc augmenter le pouvoir d'achat des salariés, des habitants de la 4e Valérie Goléo, la circonscription, France des Français. Insoumise. Oui, en fait, on a sur ce plateau 3 candidats qui soutiennent en fait un modèle ultralibéral. Quand j'entends parler de la baisse des charges, il faut que dans la tête de tous les électeurs qui écoutent ce débat ce soir, une baisse de charges, ça veut dire moins de recettes pour la protection sociale. Madame, il y a quelque chose qui vous échappe là-dedans. Non, j'aimerais bien finir, parce que je viens juste de prendre la parole, alors vous allez me laisser développer mon argument. On va vous laisser finir, mais je pense que vous vous égarez sur la je ne m'égare pas. Allez-y, terminez. Je ne m'égare pas. Il est clair que quand on a un hôpital qui montre des signes de fatigue inouïe, et alors que les personnels sont à genoux tellement ils courent partout, on se doute bien qu'on a besoin de moyens pour renforcer notre système de santé. Et on les trouve où, ces moyens? Quels leviers financiers? Les leviers financiers, vous savez, nous sommes la 7e puissance mondiale. Encore une fois, je le répète, il y a ici 3 candidats qui prêchent une idéologie libérale. Il y a moyen d'aller chercher les richesses qui sont créées. Alors votre proposition, très rapidement? Notre proposition, c'est de dire que l'argent existe et qu'il va falloir le répartir autrement. Quand on a des gens qui se sont refusés à aller chercher l'argent où il est, en faisant des cadeaux aux plus riches, pendant que les gens étaient toujours dans une même pauvreté, et voire même qu'elle s'accroît, on n'a jamais eu autant de pauvreté, on se doute bien qu'il y a un problème de redistribution des richesses qui n'est pas accompli. Donc oui, nous l'affirmons clairement, nous portons un programme de rupture, un programme d'urgence sociale, et dès que nous arrivons au pouvoir, nous le disons très clairement, nous augmentons le SMIC à 1 600 €. C'est la fin des PME, madame. Permettez, j'ai 4 points à dérouler. Le débat vous dérange, mais c'est pas grave. Non, j'aime juste qu'on respecte la parole de celui qui est en train de parler. On est dans un débat, j'échange avec vous, j'essaye. Après, vous n'êtes pas en désaccord sur tout, notamment sur l'abrogation, justement, des retraites, du départ de l'âge légal. À l'automne, mais ça reste quand même un projet. Pour vous, c'est tout de suite. Pour le RN, c'est à l'automne. L'assurance chômage. Ah oui, il faut abroger les réformes d'assurance chômage. On a créé une trappe à misère. C'était déjà le cas en 2022. Les gens qui ne trouvent pas d'emploi se retrouvent au chômage, puis au RSA, et après survivent comme ils peuvent en attendant la retraite, notamment pour les personnes les plus âgées. Les jeunes peinent à rentrer dans l'emploi. Donc, si on veut retrouver le plein emploi, il faut créer des emplois en relançant le système de production locale. Il faut avoir plus de fonctionnaires. Il y a moyen, mais c'est juste une volonté. Plus ou moins de fonctionnaires, Madame Dubessy, pour demain? Je voudrais réagir sur ce que vient de dire Madame Goléo. Donc, ce qu'elle nous propose, c'est une augmentation des impôts. Ça ne va pas vous concerner, Madame Dubessy. Ah oui, parce que vous avez augmenté. Ça va concerner toute la France qui travaille. Toute la France qui travaille. Vos augmentations d'impôts, elles sont chiffrées dans le programme, si je peux permettre de parler. Mais je prendrai la réponse après, juste après. On va laisser parler. Moi, je vais vous dire, on va laisser merci de me laisser parler. Donc, effectivement, ce que vous nous annoncez pour financer toutes vos mesures, c'est encore des augmentations d'impôts, pour ne plus... Quelle réponse alors des Républicains de votre La parti? réponse des Républicains, je vous en ai parlé tout à l'heure sur le boost de notre économie et faire remonter l'épargne des Français. Qu'est-ce que vous voulez, que les Français redonnent 50% de leur épargne au gouvernement comme en Grèce? Moi, j'appartiens à une région où on a réussi à faire des économies, une région bien gérée. Et si on a réussi à bien gérer la deuxième région la plus grande de France, de 8 millions d'habitants, on est capable de bien gérer 68 millions d'habitants également. J'aimerais vous poser une question, si vous le permettez. On en parle peu dans cette
campagne au niveau national. Et pourtant, le conflit en Ukraine, la guerre est aux portes de l'Europe. Le 28e régiment de transmission d'Issoire, ces centaines de militaires font vivre aussi l'économie locale. Ce sont des familles. Mais au-delà de cela, au niveau national, international, faut-il donner plus de moyens à l'armée demain? Ça peut être des réponses courtes, Madame Lienemann. Écoutez, il y a une loi de programmation militaire qui a été votée, qui a donné quand même les moyens aux armées de se transformer. 514 milliards d'euros, avec des retombées économiques sur tout le territoire. Nous avons des entreprises de la défense, nous avons le 28e régiment d'Issoire, effectivement, qui va bénéficier d'un investissement massif de 20 millions d'euros sur l'ensemble du territoire dans le cadre du plan Famille 2. Il va y avoir des retombées sur le territoire. Moi, je voudrais quand même revenir sur les propositions de la NUPES, parce que... c'est NUPES version 2, excusez-moi. C'est quoi la différence, du coup, Madame Gaulion? Un vrai contrat de législature. Mais il n'y a toujours pas lutte ouvrière avec vous. Avec des fichiers, madame. Si vous pouvez me laisser parler, j'ai l'impression de me retrouver à l'Assemblée nationale entre les deux extrêmes, RN, LFI, qui n'arrêtent pas de s'apostropher, et les Français en ont marre de cette politique politicienne. Donc travaillons sur le fond, respectons-nous, travaillons, essayons de co-construire des solutions. Aujourd'hui, c'est ça faire de la politique, c'est être constructif. Bon, alors le programme de la NUPES, moi je voudrais revenir dessus. Vous parlez du nouveau Front populaire. Toujours pas, hein. Vous voulez revenir, ou de LFI, puisque vous affichez LFI. Absolument. Vous voulez revenir au SMIC à 1600. C'est 1,2 million de chômeurs, puisque les entreprises ne vont pas pouvoir faire face. Vous voulez désarmer les policiers. C'est un chaos sécuritaire dans notre pays. Vous voulez faire la retraite à 60 ans. C'est la baisse des pensions de retraite. Vous voulez faire réquisitionner les logements vides pour les sans-abri. Et qu'est-ce que vous faites du droit de propriété? Vous voulez abroger la loi séparatisme. Moi, je suis très inquiète par rapport à toute la laïcité auquel je suis très attachée, par rapport aux droits des femmes dans certains quartiers. Vous voulez également bloquer les prix de l'essence, vous l'avez dit, et ça vous rejoignez évidemment souvent avec les RN, les prix de l'énergie. Mais il va y avoir des pénuries. On va dépendre des puissances étrangères. Madame vous Gaulion. entendez tout ça? Vous voulez sortir du nucléaire. Vous voulez sortir du nucléaire parce que dans cette alliance ou pseudo-alliance, vous ne vous êtes pas entendu avec les écolos qui, eux, ne voulaient pas du nucléaire. Le nucléaire, c'est la clé de notre souveraineté énergétique demain. Est-ce que vous en êtes consciente? Et puis, moi, je voudrais féliciter... national est d'accord sur si ce point du nucléaire. Je voudrais féliciter, moi, tous ceux qui se sont désolidarisés de cette union. Je pense à Bernard Cazeneuve, à Jean-Yves Le Drian, à tous les socialistes modérés qui n'ont pas voulu de cette mascarade. Valérie Goléo, la France Insoumise. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de vous dire Delphine Lingemann? Comment vous dire? Je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. La majorité à laquelle elle a participé a mis le pays dans le chaos où nous sommes là tout de suite maintenant. Un chaos social, un chaos démocratique et un chaos écologique. Depuis le temps qu'on les entend parler et qu'il ne se passe rien, moi je dis, avec la candidature que je porte, il est possible de faire autrement. C'est toujours le même logiciel libéral qui se déroule et pour autant, on le sait, il y a d'autres doctrines économiques qui ont monté leurs preuves, notamment aux États-Unis. Quand il y a une crise, ils font en sorte de relancer l'économie en donnant de l'argent pour relancer la consommation. C'est exactement ce que l'on porte. Donc après les attaques, c'est toujours la même chose. Les extrémistes, on n'est pas sérieux. Et pour autant, il y a des gens tout à fait sérieux qui sont professeurs d'économie, qui ont reçu un prix Nobel en 2019 et qui valident et soutiennent le programme de... Alors, concrètement, sur le programme, on reparle du SMIC à 1 600 €. C'est une de vos propositions. Absolument. Certains patrons de petites PME disent ça va nous pousser à devoir licencier. Qu'est-ce que vous répondez à ce discours-là? Je pense que j'entends, parce que bien évidemment, la peur est légitime. Mais après, il faut faire parler la raison. Désormais, si vous augmentez le pouvoir d'achat des gens, il va y avoir plus de consommation et eux, ils vont plus vendre. Après, sur les charges, et que je maintiens que les charges, c'est la base de notre modèle social. Les charges
pour les toutes petites entreprises, les PME, il y a un système de péréquation. Les grosses entreprises qui ont engendré des dividendes absolument inouïs, alimentés par une intervention d'État énorme en termes de milliards et qui arrivent directement dans la poche des actionnaires, nous avons le moyen de répartir autrement la richesse créée. J'espère que je suis très claire. Et vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Monsieur Chalut, vous vouliez intervenir? Je pense qu'on est dans la démagogie totale. Excusez-moi, vous nous parliez tout à l'heure des États-Unis, modèle keynésianiste qui a fait extrêmement bien ses preuves, on le sait, et qui a engendré des crises sans précédent aux États-Unis. J'aimerais revenir sur votre hausse des salaires. Je ne suis pas contre la hausse des salaires, bien au contraire. Nous proposons pour tout patron qui serait susceptible de vouloir augmenter ses salariés de 10%, une exonération de charges. C'est du donnant-donnant. Le problème avec vous, c'est que vous augmentez, mais il n'y a pas donnant-donnant, c'est que du prenant-prenant. C'est-à-dire que vous allez augmenter les salaires avec des charges patronales qui sont déjà conséquentes, avec des entreprises, parce que vous l'oubliez, vous êtes focus sur les grosses entreprises, mais aujourd'hui, notre tissu industriel économique, c'est 60 à 80% de PME qui aujourd'hui, excusez-moi Madame Goléo, sont déjà, ont le choix entre deux situations aujourd'hui. C'est la survie ou la faillite. Et vous leur proposez d'augmenter le SMIC à 1 600 €. Mais Madame Goléo, mais vous vivez dans un monde qui est complètement parallèle. Vous allez faire de l'inflation supplémentaire. Vous parlez d'économie, mais ça n'a jamais été le fer de lance de la gauche. Ah bon? Oui, exactement. Excusez-moi. Je pense que Quand c'est vous pas non plus celui de Madame excusez-moi. Non, un programme chiffré validé par tous les économistes en 2022. Quand vous augmentez les salaires, vous augmentez également l'inflation. C'est proportionnel. Les coûts qui vont être engendrés par la masse salariale, va être répercuté sur les produits. Mais vous pensez réellement qu'en augmentant les salaires, vous allez augmenter le pouvoir d'achat? Je pense que là, il faut réviser votre fiche. Vous êtes assez loin de la vérité. Madame Dubessy, je vous voyais hocher la tête. Non. J'étais en train de me dire que finalement, ce qu'annonce Madame Goléo, c'est des licenciements et peut-être la fermeture de nos usines de Constellium, de Bagès, de Biocorp, de MS à Vermonton. Voilà, c'est ce que nous propose son parti, son LFI. Si l'intervention de l'État indique une création d'emplois, un soutien massif au territoire pour faire en sorte de réindustrialiser ce pays, de donner des services publics de qualité, un hôpital qui fonctionne, des écoles qui s'attachent à faire de nos enfants de futurs citoyens, il y a du travail pour tout le monde. Encore une fois, il s'agit de répartir la richesse créée et que l'argent qui est créé n'arrive pas directement dans la poche des actionnaires. Il faut aller chercher l'argent où il est. Et je sais que les Français sont courageux et je sais même qu'il y a des grands patrons qui sont prêts à dire mais taxez-nous plus. On ne parle pas des petits, on ne parle pas des tout petits. On parle de faire France ensemble et que les grands patrons sont capables de vouloir lâcher Encore une fois, les gens qui vivent avec le RSA se demandent qu'est-ce qu'ils font de leurs milliards. Alors Florence Dubessy, les Républicains, comment vous comptez agir, vous, sur le pouvoir d'achat des Français? Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur justement permettre aux entreprises de créer de l'emploi, de baisser les charges. Et quand j'entends le parti faire France ensemble, cette France-là, ce sera sans moi. Hein, je suis désolée parce que c'est le parti. Vous êtes le parti de l'anti-France. Donc moi, je ne fais pas France avec un parti de l'anti-France qui dit la police tue. Mais c'est normal, ces réactions. Vous voulez plus de sécurité, Madame Dubessy? Dans votre programme? Dans mon programme, oui. Moi, plus de respect pour les forces de l'ordre, absolument, vous le disiez. Absolument, parce que la République est mise à mal. Moi, ça me révolte quand je vois des proviseurs de lycées, puisque je suis en charge des lycées à la région, se faire menacer de mort. Parce que y a eu un manquement à la laïcité. Mais oui, mais on dit la police tue, on insulte les pompiers, les infirmières, les professeurs. Je suis professeur moi-même. La République doit arrêter de reculer.
Donc, Le effectivement, gouvernement, jusqu'à présent, reculait. Vous voulez répondre peut-être, Mme Lingman Moi, je ne sais pas si mes collègues, les autres personnes autour de la table savent, mais on a fait une loi, la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. C'est une loi qui, 2023-2027, qui a été votée également par les Républicains et certains RN, pour redonner les moyens à la police d'exister. Donc, c'est un recrutement de 8500 policiers et gendarmes. Concrètement, dans le Puy-de-Dôme, cette loi, qu'est-ce qu'elle va emmener ? Elle va emmener 2 nouvelles brigades de gendarmerie. Une sur les violences intrafamiliales, une sur l'environnement et toutes les alertes à l'environnement. On a également réussi à obtenir une opération XXL place nette dans le quartier Saint-Jacques où les habitants souffrent énormément de problèmes d'insécurité. Et ça, c'est le ministre de l'Intérieur. On était dans les 7 départements. Elle a eu lieu il y a un mois avec des résultats concrets sur le trafic de drogue et sur l'insécurité dans ce quartier. Et puis, il y a également les appuis à de nouvelles gendarmeries, à Issoire et puis à Romagna. Tout ça, on ne peut pas dire que nous ne faisons rien sur le volet sécurité. Il y a aussi, on ne peut pas séparer sécurité et justice. On a fait également une loi justice. On a travaillé quand même, malgré les oppositions, malgré les blocages, malgré les centaines de milliers d'amendements et les motions de rejet, de censure déposées. On a travaillé. Cette loi justice, qu'est-ce qu'elle fait ? On veut une justice qui soit plus rapide, plus efficace, avec des moyens supplémentaires. Et puis, sur le territoire, recrutement de 20 nouveaux personnels, des magistrats, des greffiers et des attachés de défense. C'est suffisant pour vous, Monsieur Chalut ? Là où je suis assez surprise, c'est qu'effectivement, vous donnez beaucoup de travail, si on vous écoute, mais la France... Oui, peut-être. Mais aujourd'hui, en fait, la France est dans la rue. Et malheureusement, vos collègues ont voté pour. Écoutez, donc il faut vous entendre entre vous. Non, mais écoutez, aujourd'hui, les Français votent à 30% pour nous au dernier suffrage. Ils vous donnent tort. Et malgré tout, quand on vous écoute... européen. Ne confondons pas les élections. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce vote, c'est un vote d'adhésion vis-à-vis de nos idées, mais également un vote de rejet vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron. Et bizarrement, quand on vous écoute... C'est un vote de détresse. C'est une détresse qu'il faut écouter. Une détresse qu'il faut écouter, mais vous attendez quoi ? Ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. Moi, ça fait 2 ans que je suis élue. Votre gouvernement. Enfin, moi, ça fait 2 ans que je suis élue. Ça fait 2 ans que je suis élue. Vous avez une carte, madame. Et vous voyez, représentez une majorité. Vous voyez, moi, j'ai un mot d'ordre à l'université, à l'Assemblée. J'ai un mot d'ordre, c'est la sérénité active. Nous avons des partis extrémistes. Vous êtes en train de faire des leçons de comportement parce que vous fuyez le débat, madame. Mais je ne fuis absolument pas le débat. Vous voulez qu'on fasse le débat ? On est aussi pour un débat apaisé, nous, ici. Moi aussi. Vous représentez une majorité. Excusez-moi, madame, vous représentez une majorité. Vous représentez des gens que je ne veux pas voir arriver au pouvoir. Mais j'entends la détresse de vos électeurs. Et je pense qu'il faut qu'on apporte une réponse, mais vos réponses ne sont pas tenables. Vos réponses, c'est 10 milliards de dépenses publiques sans recettes supplémentaires. C'est tout se fera dans ce second temps. Vous voulez supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Oui. Monsieur Bardella a dit « Ah ben non, peut-être pas, parce que c'est compliqué quand même aussi. » On va essayer de faire le débat à 4, si vous le voulez bien. Vous êtes un parti d'opposition, mais vous n'avez pas le courage de gouverner. On continue. Sur cette question de la sécurité dont on parlait juste avant, Valérie Goléo de la France Insoumise. Comment vous réagissez, vous, à ce qu'on entend, et notamment cette opération Place Nette XXL qui a eu lieu dans le quartier Saint-Jacques, c'est la circonscription. Après qu'il y ait des opérations, moi ça me semble tout à fait logique. Bien évidemment, le programme ne valide en rien les trafics de drogue, et au contraire, nous aussi, on propose de réarmer la police en termes de moyens, en termes de humain, une police de proximité qui soit attentive à ce qui se passe au niveau des quartiers. Et alors, j'aimerais rectifier ce qu'a dit Madame Lingman. On ne propose pas de désarmer la police. On propose de désarmer la police dans le cadre des manifestations. Il n'est pas normal que lorsque l'on revendique, on puisse perdre un œil. C'est une véritable autre doctrine de maintien de l'ordre que nous proposons. Il faut apaiser cette société. Alors encore une fois, nous n'avons rien contre... Les députés de la France Insoumise n'étaient pas toujours apaisés dans l'hémicycle. Les députés de la France Insoumise n'étaient pas toujours... Ils étaient exaltés. J'entends, on est dans une société où on essaye de tout lisser. Et
on crie fort parce qu'il y a tellement d'injustices, il y a tellement de blabla, il y a tellement de choses qui avancent sans même avoir le bout de raison que les gens s'insurgent. Mais il faut savoir que c'est pas nouveau. Hein. Dans les années 1930, c'était beaucoup plus virulent. Ce que ça a mené les années 1930. On est bien d'accord. Mais là, nous en sommes aux portes de ça. Et malheureusement, vous êtes responsable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La crise sociale est là, la crise démocratique est là. Les Français ne croient plus en leur politique. Les Français se disent bah non, ça sert à rien de voter. Vous êtes responsable de ça. Il faut absolument réconcilier les citoyens avec l'action politique. Et tout mon mandat, je n'ai eu de cesse de proposer aux citoyens de travailler ensemble, de proposer des bilans de mi-mandat. Je suis une toute petite personne qui est arrivée en politique. Oui, je veux plus de démocratie, plus de débats participatifs. On va redistribuer un petit peu la parole, s'il vous plaît. Il ne va plus vous rester beaucoup de temps pour finir l'émission sinon. On a parlé beaucoup d'économie, pas beaucoup d'environnement ou encore des agriculteurs. Pourtant, ils se sont mobilisés et notre territoire, on le sait, est aussi un territoire rural. Si vous êtes élu demain, quelle sera par exemple votre position concernant ce projet qui a fait grand bruit de méga-bassines dans le secteur de Bouzelles et Saint-Georges-sur-Allier, 2 retenues d'eau géantes pour permettre aux agriculteurs d'irriguer? Un sujet qui relance le débat sur l'accaparement de l'eau, pour ou contre, Florence Dubezy. Alors, les manifestations sur les grandes bassines, c'est de la désobéissance citoyenne. Avec mon mandat de conseillère régionale, vous savez très bien que je fais partie d'une majorité qui soutient les agriculteurs. On est la 2e région de France en termes de soutien aux agriculteurs. C'est la seule région qui a permis l'installation de jeunes agriculteurs. Et moi, je suis allée les voir sur le terrain quand ils ont manifesté, quand ils ont... Donc vous soutenez ces méga-bassines, ces projets de méga-bassines sur notre territoire? Il faut voir au cas par cas. Mais celle qui entre méga-bassines ou réserves d'eau, c'est la façon de... C'est de retenues d'eau, si vous voulez. Alors, des retenues d'eau, oui. Pas dans n'importe quelle condition. Et surtout, de manière concertée et non pas imposée comme dans certains autres départements qui ne sont pas les nôtres. Mais on est un vrai soutien. Et cette grande marche qui s'est tenue en mai, elle s'est tenue dans le calme, hein, oui, je le rappelle. Monsieur Chalut, sur cette question, répondez déjà sur cette question. Vous pouvez dire oui, non, si vous voulez aller rapidement. Alors, mais... Je rejoins Madame Debussy sur le cas par cas. Je pense également qu'il faut faire aussi confiance aussi à nos entrepreneurs qui travaillent sur ces sujets-là, qui ont des ingénieurs, qui ont des compétences en capacité de pouvoir dire si elles sont viables ou elles ne le sont pas. Moi, ce qui me pose problème dans cette question de l'écologie, c'est l'écologisme qu'on peut retrouver, par exemple, dans votre Front populaire, et de l'extrémisme. Et j'aimerais rebondir un peu sur ce que Madame Debussy a dit tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, Madame Goléo, vous nous prenez le vivre ensemble, la volonté d'une France apaisée. Et pourtant, malgré tout, et ça, vous ne pouvez pas le cacher, vous avez investi dans votre liste Monsieur Raphaël Arnaud, fichier S, 3 fois fichier S, Madame, qui a déclaré à Madame Alice Cordier, qui est la présidente du collectif Némésis, qui lui mettrait une balle dans la tête. Est-ce que vous pensez que c'est avec ce type de France que vous pouvez apaiser la France? C'est une vraie question, moi, qui m'interroge. Si je peux me permettre de revenir sur les retenues d'eau, parce que c'est la question initiale. Voilà. Alors, sérieusement, je vais dire... franchement, si c'est pour donner des éléments de langage... Vous aurez la parole tout à l'heure. Les investitures ont eu lieu et les négociations ont eu lieu. Cette personne a été fiché S. Mais est-ce que vous savez précisément qui peut être fiché S? Parce que même les écologistes qui montraient leurs fesses pour dénoncer un certain nombre de sujets ont été fichés S. Ce ne sont pas des dangers pour la République. Point. Ok, point. Et on continue. Allez. Delphine Lingemann sur les retenues d'eau. Alors je reviens sur les retenues d'eau de façon plus apaisée. Alors ce dossier, c'est un dossier qui est important. C'est un dossier sur lequel moi je travaille avec la Chambre d'agriculture, avec les agriculteurs, un collectif. Donc clairement vous soutenez ce projet. Alors si je peux m'exprimer, bien sûr. 36 agriculteurs. Je suis allée voir le dossier. Déjà, il n'y a pas de retenue d'eau.
Il n'y en a qu'une, puisque la deuxième, si vous étiez un petit peu renseignés tous autour de la table, en fait, Le deuxième lieu n'est pas encore retenu. le deuxième n'est pas retenu, il n'est pas faisable, donc il n'y en a plus qu'un. Et moi, j'ai posé mes conditions, et les conditions, c'est oui, mais des cultures maraîchères, un partage de l'eau équitable, et puis une reconstruction de la filière ail, puisque on a une belle filière ail du côté de Billon, et puis un très bel industriel qui reconditionne, qui fait de l'ail industriel à Issoire. Donc il y a je pense, moi, tous les dossiers, je les pense avec la logique globale du territoire, l'entreprise Rochias à Issoire. Et je pense dans la logique globale du territoire. Donc c'est un projet qui a du sens pour structurer le territoire, pour créer de l'activité, pour créer des emplois sur le territoire. Donc oui, et les conditions, c'était pas de pompage sur les nappes phréatiques, c'était tout réglementé par arrêté préfectoral. Il faut qu'on poursuive absolument. Madame Goléo, contre comme Madame moratoire sur les Maximi, mégabassines. qui Voilà. avait manifesté. Oui. Marianne Maximi qui avait Bien sûr, manifesté Non, lors après, de ce c'était rassemblement. Une très belle manifestation, la désobéissance civile qu'on agite comme un drapeau épouvantail. Oui, c'est normal que les citoyens s'inquiètent de savoir comment on va répartir l'eau d'une manière judicieuse. Je rappelle que sur ce département, il y a des communes qui sont ravitaillées par citernes d'eau l'été, parce qu'effectivement, les nappes phréatiques sont à sec. On a eu, entre guillemets, de la chance, même si ça rend désolé certains, on a eu beaucoup de pluie au printemps, mais nos sacs étaient quasiment à sec. C'est quasiment la fin de ce débat. Vous avez 1 minute chacun pour vous exprimer sans interruption, 1 minute pour conclure. Et selon le tirage au sort, eh bien c'est vous, Madame Goléo. À vous la parole. C'est parti. J'aimerais dire aux électeurs que je mesure la gravité de la situation. Macron est le responsable du chaos actuel et maintenant nous sommes face à une menace, celle de l'extrême droite au pouvoir. Alors que nous l'avons vu à l'Assemblée, le Rassemblement national n'a jamais défendu la hausse des salaires, le blocage des prix ou le partage des richesses. Face à l'urgence, nous avons fait le choix de nous unir avec le nouveau Front populaire pour gagner ces élections législatives et dans notre circonscription, c'est possible. Soyons clairs, dès le 8 juillet, fini la retraite à 64 ans, le blocage des prix des produits de première nécessité et de l'énergie, le SMIC à 1 600 € net et augmentation du minimum vieillesse de 300 €. Oui, nous portons un programme qui va vraiment changer les gens, une alternative de justice sociale, démocratique et écologique. Oui, nous portons l'espoir des jours heureux. Je suis déjà une élue locale et je travaille avec sérieux et en confiance avec tous les élus du territoire. Chacun connaît mon engagement républicain. Je veux être votre voix à l'Assemblée nationale et ce, avec toute la détermination qui est la mienne. Alors les 30 et 7 juin. Voilà, c'est fini. Benjamin Chalut, à vous. En conclusion, j'ai eu l'opportunité de défendre avec passion et avec conviction les valeurs que je porte en moi, mais également celles du Rassemblement national. J'espère avoir su transmettre la vision et les idées aux électeurs de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme. Vous avez fait un choix le 9 juin dernier qui est de dire stop à la politique d'Emmanuel Macron. Alors le 30 juin, vous aurez le choix entre 2 candidats potentiels de la majorité présidentielle, une candidate de la LFI qui propose un programme d'union des gauches qui ressemble, à mon sens, cette union des gauches plus à de l'ERPES qu'à une NUPES 2, et un candidat Rassemblement national qui est incarné par moi-même. Vous nous avez fait l'honneur de nous mettre en tête du dernier scrutin. Alors, chères électrices et chers électeurs de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, transformez l'essai parce que quand le peuple vote, le peuple gagne. Vous nous rendez quelques secondes. Allez, c'est parti. Florence Dumécy. Dans cette campagne, je suis soutenue par Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis aussi soutenue par Lionel Chauvin, le président de notre département, et bien sûr par Bertrand Barrault, maire d'Issoire, puisque c'est mon suppléant. Et grâce à mon action d'élu de terrain, de proximité, des caméras de vidéoprotection sont installées sur les communes d'Aubière, du Centre, de Saint-Germain-Lembron et dans bien d'autres communes. Le centre-bourg de Plauzat est maintenant finalisé. L'extension du lycée Murat à Issoire est terminée. Et de nombreux clubs sportifs ont pu recevoir des minibus, dont le dernier en date, celui de l'équipe féminine de rugby ASM Romagna. Donc à l'Assemblée nationale, je continuerai mon action de terrain en proximité avec vous et devant ce chaos en marche dans lequel nous sommes actuellement. Je serai votre porte-parole. C'est terminé. Je compte sur vous. Enfin, la conclusion finale vous revient, Delphine Lingman. Alors moi, je voudrais m'adresser à tous ces Français qui sont inquiets
qui attendent de la stabilité, qui attendent des élus compétents, des élus responsables, des réponses concrètes à leur quotidien et une Assemblée nationale qui travaille sereinement, loin de la bordélisation initiée par LFI, du blocage mis en place par RN. Alors que des extrêmes de droite comme de gauche sont aux portes du pouvoir, je vous invite à vous poser une seule question. Qu'est-ce que je veux pour mon pays? Est-ce que je veux le chaos avec les programmes démagogiques et irréalisables portés par Mélenchon ou le couple Le Pen-Bardella, ou alors un programme responsable, ambitieux, cohérent, qui est porté par les forces démocratiques de la gauche modérée à la droite républicaine? Depuis 2 ans, je suis une députée qui travaille sans relâche, une députée qui est libre de ses convictions, libre de ses votes, reconnue à l'Assemblée nationale pour mes travaux parlementaires, présente auprès du territoire et qui fait avancer tous les dossiers du territoire. Alors, dès le premier tour, le 30 juin, votez utile, faites front aux extrêmes. C'est fini. Et je compte sur vous pour me renouveler votre confiance. Merci à tous les cas d'avoir débattu, échangé donc sur cette 4e circonscription du Puy-de-Dôme. Merci à Evan Le Bastard pour France Bleu Pays d'Auvergne d'avoir été avec moi. Et pour être complet, 2 autres candidats se sont également déclarés donc sur cette circonscription, comme pour les élections de 2022. François Marotte représente à nouveau Lutte ouvrière et Pascal Sanchez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour sur cette 4e circonscription du Puy-de-Dôme. Mercredi prochain, de nouveaux débats, même heure, même chaîne, avec la première circonscription du Puy-de-Dôme et la 2e de l'Allier. Sans oublier nos portraits de circonscription à suivre tous les jours dans nos éditions. Cette campagne inédite des législatives est également sur notre site internet aura.france3.fr et sur la plateforme France.tv. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente soirée et à bientôt.